Allez, let's go, on y va avec ça. Bonjour et bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Berroy et je suis accompagné de Benoît Simard. Hey, salut Joe, salut. Bonjour Benoît, bienvenue à ce premier épisode. En fait, c'est moi qui dis bienvenue, Jonathan. C'est vrai, c'est bon, parfait. On commence les deux. Deux co-animateurs. Tout le temps en compétition. Co-bienvenue. Benoît, je vais te présenter, en tout cas en partie, ce que je connais de toi. Tu es dans le monde du vélo depuis à peu près toujours. Tu es un champion, selon moi, de la compétition. Tu as couru en vélo de montagne, en cyclocross, y compris en Belgique, notamment. Plus récemment, sur des circuits de longue durée comme le GBC 500 en Estrie. Tout un palmarès que tu es en train de me faire. Je continue. Oui, c'est ça. Tu es copropriétaire de 2 boutiques de vélo et de ski appelées Espresso Sport à Saint-Sauveur et à Sainte-Adèle, dans les Laurentides. Et tu es constamment heureux de vivre. Il y a des journées que je suis plus heureux de vivre que d'autres. Là. Ça vient. Hein? C'est un peu comme Mais donc, quand je me demandais qu'est-ce que je connaissais de toi, Jonathan, je me disais tout le temps, c'était probablement que tu es la personne la plus curieuse que je connaisse. Pas qui se pose le plus de questions, en tout cas qui m'en pose à moi le plus de questions. Oui. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est tout le temps une façon de revoir des fois des choses que je connais déjà. Tu sais, quand on est ensemble, on se pose des questions, mais tu me poses des questions par rapport souvent à la technique en vélo, des trucs comme ça. Puis c'est quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup, dans le fond, d'être avec des gens curieux qui veulent découvrir des choses, ça, c'est extraordinaire. Puis probablement aussi que t'es la personne qui a le rire le plus communicatif. Et voilà! OK. C'est fait. Ça, c'est coché. Parfait. Pour moi, Jonathan, c'est évidemment, tu es un aventurier. Je pense que tu l'as démontré. En tout cas, tu travailles là-dessus sur une base régulière. Oui. Tu es un amateur de belles températures. OK, oui, OK. Bon, tu m'amènes sur le sujet. Là, c'est déjà un aparté, mais la référence que tu fais, c'est parce que j'ai fait le tour du monde en vélo et quand j'en parle, des fois, une question qui revient, comme j'étais au Salon du Livre de Montréal cet automne, et il y a une dame qui m'a demandé si tu as passé 40 000 km, 4 ans autour du monde, puis elle m'a dit « As-tu eu de la bonne température? » Donc, voici le lien à faire. C'est une des références. Voilà. Mais c'est ça, Joe, moi, quand je pense à toi, c'est vraiment ça, c'est de la recherche toujours de quelque chose. D'essayer de comprendre les choses. Donc, officiellement, je tenais ce titre de personne qui pose plus de questions que mon fils, le plus jeune. Ça, c'est quand même quelque chose. Bon. Oui. Ben, l'idée là, de ce podcast-là, de ces conversations-là, ça a commencé dans un événement qui s'appelait le Log Drivers Waltz. Un Waltz. Un événement qui est cycliste de bikepacking qui a lieu en Outaouais. C'est à débattre. C'est à débattre. C'est ça. Mais là, tu t'avances trop vite. De bikepacking qui a lieu en Outaouais et en Ontario, un 800 km. Ça dépend pour qui. On y reviendra. Bon, il y a un total 800 km. Il y a moyen de faire un demi-parcours de 400 km, mais disons, l'idée principale, c'est 800, qui débute tout le monde en même temps. Un grand départ. Je ne me souviens plus dans quel village. Almonte, oui, voilà, en Ontario, sud-ouest d'Ottawa. L'année passée, été 2023, je te lance l'idée. En fait, c'est pas vrai. On peut revenir un peu. On se connaît, ça doit faire peut-être 2 années maintenant. Plus ou moins. Oui, du magasin, quelques années de plus en plus, dû peut-être à ces questions-là, effectivement. Mais puis, il y a une affinité qui s'est développée, j'imagine. En tout cas, de ma part, là, peut-être toi, tu m'aimes pas, là, mais tu sais, moi, je t'apprécie. Là. Non, je t'aime. Ah oui, merci. Bon, mais ça nous amène à ça. Quand on s'est rencontrés, vraiment, toi, comme étant un client du magasin, je pense, mais il y avait Michel qui travaillait avec nous à la boutique, qui t'avait connu dans une autre vie. Probablement quand tu débutais tes voyages aussi, ou tu avais approché certains fournisseurs, j'imagine, puis elle t'avait... En tout cas, elle m'a présenté Jonathan, puis je pense tout de suite, on a eu des affinités, puis ça nous a amené, dans le fond... mais t'avais pas lu mon premier livre avant de me connaître? Oui, je l'avais demandé comme cadeau de Noël. Okay. C'est un excellent D'ailleurs, cadeau. il a fallu que je me l'autographie moi-même, parce que tu l'as pas fait encore. Là. Mais là, regarde...
Je veux parler du Log Vas-y, Drivers World. raconte, raconte. Qui est pour moi... qui est un adepte de rouler très, très, très lentement, qui est pour moi le log driver, c'était comme pour essayer de te joindre là-dedans, ou en tout cas la façon que je te perçois, c'est-à-dire de pédaler longtemps et vite. Et donc, c'est un événement de bikepacking, 75% hors piste, où tu transportes, tu es en autonomie, tu transportes ton stock, tu arrêtes quand tu veux et tu fais de très, très longues distances. Je planifiais le faire, le 800 km en 4 jours. Donc, on part tous en même temps, mais... Ça s'appelle un grand départ. Je te rappelle à l'ordre tout de suite, parce que là, si on est pour faire cette balado ensemble, on va utiliser les vrais termes. Et là, je me souviens plus pourquoi on a décidé de le faire ensemble. Mais là, tu m'as dit, moi aussi, j'aimerais ça le faire, cet événement-là, mais... Je t'ai dit, Benoît, tu n'imagines pas à quel point je suis excessivement lent. Puis tu dis, non, je le sais. Puis j'ai dit, non, tu ne le sais pas. Ouais. Et je pense que tu m'as dit que tu le savais, mais finalement, tu le savais pas. T'avais un peu raison, là. Là, l'événement, bon, il s'est organisé, ça fait quelques années, par un couple là, qui est Eric Betteridge et Jen Adams. Puis j'aimerais ça que tu me parles de quand on est arrivé là, ou peut-être que tu me parles pourquoi tu as décidé de le faire avec moi, en fait, parce que visiblement, c'était pour te ralentir, mais qu'est-ce qui t'a intéressé? Non, pas nécessairement pour me ralentir. Je pense que beaucoup de gens, peut-être comme toi à la base, qui ont une perception de moi que je suis quelqu'un qui fait de la compétition de vélo. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de... Ouais, les gens qui me connaissent m'ont connu comme une personne qui faisait de la course de vélo, de la compétition, mais à la base, je viens du cyclotourisme. Ce qui m'a attiré dans le vélo, c'est le voyage, puis... Avec les années, bon, maintenant, moi, comme tu as dit tantôt, je suis copropriétaire d'une boutique de vélo, puis ça prend beaucoup de mon temps. Mm-hmm. Puis ça fait quand même plusieurs années que je me dis, tu sais, j'aimerais ça faire un retour au cyclotourisme, à voyager en vélo. Pour moi, le vélo, c'est quelque chose de ludique. Bien plus qu'un outil pour faire de la compétition et aller très vite. Comment t'es passé de faire des voyages à vélo à faire de la compétition, alors? C'est peut-être des circonstances que je me suis trouvé à devenir passionné par le vélo, par le voyage à vélo. Tu te ramasses dans des boutiques de vélo, veux pas, tu vas traîner là un peu, tu sais ce que c'est. Il me semble que je me suis intéressé à un club cycliste à cette époque-là pour trouver des gens avec qui pratiquer ma passion. À quel âge? Je devais avoir 16 ans. OK, quand même jeune. Ouais. Comme qu'ils disent, ça fait un bail. Oui. Ça fait des beaux. Oui, ça fait des beaux, oui. Pas mal de bails, plusieurs beaux. Ben donc, c'est ça. Probablement qu'avec les clubs cyclistes, c'était plus facile de pratiquer la compétition que le cyclotourisme avec des gars de 16 ans. Là. Je sais pas, ou des filles. Mais graduellement, je me suis tourné vers la compétition. Peut-être parce que j'ai performé quand même. C'est le fun quand tu performes dans quelque chose. Puis je me suis concentré là-dessus pendant une couple d'années, là, puis même plusieurs années. Puis pour en revenir à la log driver, ben pour moi, ça, c'était une opportunité. Puis il faut que je me crée des opportunités, sinon ça n'arrivera pas. Donc, il faut que tu dises qu'on le fasse. Puis quand tu m'as présenté ça, moi, ça m'intéressait tout de suite parce que, évidemment, j'aime faire du vélo, j'aime faire du camping parce qu'en bout de ligne, ça impliquait du camping. Oui. Le faire le 800 km d'une traite, franchement, je crois que c'est faisable. Puis c'est long. Ouais. Mais c'est faisable. Il y en a qui le font, c'est juste qu'ils terminent avec beaucoup moins de peau entre les cuisses, je pense. Bon, ça dépend du cuissard. Ça pour dire que pour moi, dans ma vie, je l'ai déjà fait des affaires comme ça. Rouler des 500 km, tu as parlé de la GBC, puis je l'ai fait, rouler 500 km sans arrêter, puis guess what? C'est faisable. D'ailleurs, au Log Drivers, tu me disais... j'ai roulé avec Lynn Bessette, B7 et Jonathan Béroy. Oui. Savez-vous quelle est la différence entre les deux? Hey, je m'en rappelle plus. Tu m'as dit 15 km/h. Ce qui est quand même, d'après moi, c'était plus que ça, mais je vais prendre le compliment. Ouais. Mais c'était un beau compliment à ces deux personnes à qui j'aime bien rouler. Mais donc, on décide de faire ça. Toi, je ne sais pas combien de courses tu as fait dans ta vie, et plusieurs centaines peut-être? Assurément, bien plus que ça. OK, bon. Oui, plusieurs centaines, pas des milliers. Ben, oui. OK, peut-être même dans les milliers. Non, chaque matin est une course, là, mais pas. Moi, j'ai fait donc 40 pays, 3 continents à vélo. On arrive là.
Et là, les gens nous disent, ils nous posent la question, parce que c'est comme quand même un peu compétitif. C'est comme une dualité. Il y a un aspect compétition, il y a un aspect les gens veulent un peu se jauger, voir à qui ils ont affaire. Ouais. Où est-ce qu'ils, je pense que c'est plus pas à qui ils ont affaire, mais où est-ce qu'ils se situent par rapport à ceux qui sont là. Parce qu'ils ont peut-être ce désir-là de se sentir à leur place en partant. Je me souviens, c'est naturel et normal. Ouais. Mais donc, effectivement, les gens nous approchent. On arrive là la veille du grand départ et là, les gens nous disent, est-ce que c'est votre premier événement de bikepacking? Et force est de répondre. Est-ce qu'ils nous demandaient notre premier événement de bikepacking ou notre premier grand départ? Moi, j'ai l'impression qu'ils nous demandaient, est-ce que c'est votre première expérience, votre premier événement de bikepacking? Mais peut-être qu'ils demandaient grand départ aussi. Mais dans les deux cas, la réponse est, pour nous deux, c'est oui. Parce que j'ai jamais fait de grand départ. J'ai fait un grand départ, mais j'étais seul. Mais je sais pas. Oui. Mais ça, c'est peut-être un très, très grand départ. Oui, bref. Et toi, t'en as fait des grands départs, mais c'était des courses, mais on n'appelait pas ça grand départ. Puis dans les deux cas, bikepacking. Non, mais si c'est bikepacking, la réponse, c'est oui. Parce que t'as fait, mettons, du cyclotourisme. On a fait du cyclotourisme, t'as fait du cyclocross, du vélo de montagne, mais c'est pas. Aussi. Mais en fait, ça m'amène à un peu le fait qu'on voulait être on voulait pas se faire remarquer là-dedans. On voulait pas. Oui, ça, c'est. Oui. Je veux dire, j'allais pas là chercher une médaille. Là. Non, de toute façon, vu qu'on roulait ensemble, c'est sûr que t'étais pas. Non, je pensais que t'allais être plus vite que ça. OK. Bon, alors, on répond à tout le monde, oui, c'est notre première expérience de bikepacking. Donc, déjà là, au départ, ils nous annoncent sur le site comme les deux newbies de la place, là, Jonathan et Ben, deux insignifiants qui n'ont jamais rien fait de leur vie. En fait, ils ont quasiment eu de la misère à mettre la roue en avant sur leur vélo en les sortant de l'auto. Toi, avec presque rien sur ton vélo. Moi, avec un autobus. Parle-moi du vélo que tu as choisi, premièrement, pour avoir ça aussi. Oui. Le vélo en question, c'est un vélo de la marque Salsa. Peut-être que les gens connaissent la marque. Le modèle, c'est le Black Boro. C'est un peu ce vélo-là, c'est un peu un extraterrestre. C'est un fat bike à l'origine, plus long qu'un fat bike régulier pour pouvoir mettre des sacs dessus. C'est vraiment un vélo d'aventure, là. Et moi, quand je l'ai vu, je tombe en amour. Parce que pour moi, ça, c'était le vélo parfait pour mettre des bagages puis aller n'importe où. Donc, c'est vraiment bien réparti là-dessus. Les roues, c'était quoi? 3,8 pouces? Donc là, lui, j'ai modifié un ensemble de roues. C'est des roues qui ont 29 pouces par 3 pouces. C'est un gros pneu. C'est un très petit pneu de fat bike, mais c'est un très gros pneu de vélo de montagne. Puis tu avais des sacs comme partout. Mais ça, c'est plus tu as de sacs, plus tu les remplis. Tu sais, le concept, c'est ça. Oui, étant donné que tu m'as dit, je vais prendre ton stock, mais là, j'ai quand même gardé comme 2-3 trucs pour... T'avais ta brosse à dents. J'ai pas traîné ta brosse à dents. Non, c'est ça, à peu près. Là. Mais on avait un drone, on avait... On voyageait pas léger. Puis c'était quoi la réaction du monde qui te voyait passer avec ça? Écoute, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'avaient jamais vu ce type de vélo-là pour commencer. Puis je pense qu'ils devaient se demander si on repartait faire un tour du monde. Mais toi, tu l'avais acheté pour ce genre... Oui, pour ce type d'aventure-là, pour partir avec mes valises. Puis même moi, un jour, on y retournera ensemble cette fois-là encore, là, mais dans les routes du Québec, il y a beaucoup de chemins forestiers qui sont à explorer. Puis tu peux pas faire ça avec un vélo de cyclotourisme traditionnel ou un petit pneu. Ça prend un pneu de vélo de montagne. Et ce vélo-là, c'était parfait. Donc, ça, c'est pour ça que j'avais acheté ce vélo-là. Puis pour Ben, un petit pneu, c'est n'importe quoi en bas de 3 pouces. Oui, c'est ça. Pas mal. Ouais, ça commence à être tête. Puis moi, j'avais un vélo de gravel, en fait. Donc, avec pas mal moins de stock. Qui est à peu près, les gens là-bas, ils ont comme soit, mettons, hardtail ou vélo de gravel un peu plus chunky. Oui, je pense qu'un pneu 700 par 45, c'est peut-être une bonne référence, là. En haut de 40. Ouais. Bon. Puis certains avaient des vélos de montagne, des 29 pouces par 2,3, des choses comme ça. Là. Puis là, moi, j'avais dans la tête que je pensais que j'étais pour faire 200 km par jour. La première journée, moi aussi, hein? Oui, la première journée, à ma défense, hein, s'il y en a qui ont vu les stories, j'étais malade, ce qui m'a peut-être ralenti de 10 %.
Quand même, je pense pas que j'aurais pu faire vraiment atteindre Écoute, le 200. on a eu une première journée, la température était exécrable. C'était misérable le 3/4 de la première journée en plus. Oui, mais c'était pas dramatique. Là. Il y avait un peu de pluie, mais c'était pas le déluge total, puis on n'avait pas excessivement froid. Non. Tu te souviens qu'en partant, il a fallu arrêter à la pharmacie. Oui. Retourner sur nos pas. On revient sur nos pas pour aller à la pharmacie pour acheter des pastilles, à peu près tout qu'est-ce qui est possible pour soigner les maux de gorge. D'ailleurs, c'est ça, quand je suis allé te chercher, t'avais déjà pas de voix. Ouais. Puis le fait qu'on a parlé 8 heures par jour, alors que je dis faudrait que j'arrête de parler. Hey, puis toi, tu t'en allais au grand défi, au grand tour après, en plus. Ouais. Bon, ben là, ça explique la raison de... La première journée, on roule, mettons, 170, quelque chose comme ça. C'est une bonne journée, c'était costaud. Il y avait... Oui. Avec crevaison aussi, quelques crevaisons. Bon, je sais pas quoi, mais puis quand même relativement plat pour la première partie. Après ça, un peu plus chunky. C'est comme des chemins forestiers. En tout cas, en ce qui me concerne, où j'avais de la difficulté à garder mon momentum. Parce que quand j'arrivais en haut de la côte, j'étais déjà dans ma plus petite vitesse. Puis là, de l'autre côté, j'avais pas la vitesse pour repartir. Alors que toi, tu me disais, avoir été seul, tu n'aurais probablement jamais descendu en bas de, je sais pas combien tu me disais, 18 km/h, quelque chose comme ça. Mais moi, c'est basé sur mes expériences, tu sais, en cyclo, quoi. Entre 15 et 20 km/h de moyenne, c'est quelque chose qui est, pour moi, qui est vraiment facile. Tu sais, je pensais s'arrêter probablement là-dedans qu'on se serait tenu. OK. Je pensais pas que puis c'était une après une couple intervention. de kilomètres, on s'est rendu compte que ça serait peut-être un petit peu moins. Donc, la journée était longue quand même. Tu sais. Oui. Bon, première journée, on dort dans un pit de sable. Oui. Tu nous avais fait... C'est toi qui étais notre cuisinier. Oh oui. Ça, c'est l'autre chose. J'ai 300 livres de bagages. J'ai la plus grosse canette de propane qui existe sur la Terre. T'as comme 2 kilos de propane. Puis j'oublie le petit brûleur. Ah, t'avais les allumettes. J'avais tout. Ah, t'avais pas le brûleur, c'est Sauf ça. le brûleur. Puis je m'étais mis dans la tête de trouver, à quelque part, il va y avoir une quincaillerie, un magasin de plein air ou une place de chasse et pêche. On va trouver ça. T'en fais pas de problème. Ouais, finalement, on n'a pas trouvé. Puis qu'est-ce que t'as fait pour remplacer ça? Chez Home Hardware, qu'on a fini par trouver. Ouais, il y a ça aussi qui nous prenait du temps, là, arrêter à chaque magasin, à chaque quincaillerie. Ben, j'avais trouvé des petites rondelles pour faire de la fondue chinoise. Ça, c'est le premier soir. Ouais, c'est ça. J'avais des petites poques de fondue pour la fondue chinoise. Ça a pris 8 heures à faire bouillir un peu d'eau pour nos ramen. C'est le lendemain que j'ai été plus imaginatif. Mais ça... Tes gants, t'es achetés Jonathan, t'avais tellement été traumatisé. Moi, mon expérience de vie, là, c'est quand tu fais du camping, ça te prend une paire de gants de travail pour pouvoir manipuler le feu sans risquer de te brûler. Tu comprends? Tu sais, c'est la base. Oui, je m'étais acheté une belle paire chez Home Hardware que j'ai encore, que je vais conserver pour en souvenir. Mais énorme, là. Ça allait jusqu'au coude. Non, c'était un bon gant de travail, là. Hein? C'est parce que j'ai des petites mains. Il avait l'air plus grand. Et malgré tous tes sacs, tout ton espace, tu avais quand même une tasse qui soignait de tes sacs. Ça, c'est la base aussi. Vous conviendrez avec moi, nos amis auditeurs, là, que pour faire du bikepacking, ça prend une tasse qui est exposée. Oui. Qui est exposée aux éléments. Aux éléments, ben oui, au sable. La vitamine d'exploration, là, tu sais, le petit sable de route. Fait que là, toi, donc, c'est ça, tu te plaisais à dire. Pas de tasse, pas de backpacking. Pas de tasse, pas de backpacking. Exactement. Donc, étant donné que je n'avais pas de tasse externe, je n'étais pas en mesure de faire du bikepacking. Mais malgré tout, on campe dans notre pit de sable où on croyait qu'on était dans le milieu. De nulle part, n'est-ce pas? Hein? C'était vraiment loin. Oui, on était loin. Le lendemain, on part, on était à 8 mètres d'une autre maison. Et la deuxième journée, encore, là, c'était encore plus difficile. La deuxième journée, je pense que le parcours était vraiment plus difficile. On a eu une belle température. De mémoire, il pleuvait plus. C'était une belle température agréable, mais le terrain était vraiment plus difficile. Toi, tu n'allais pas de mieux en mieux au niveau de la gorge puis de la santé, entre parenthèses. Puis le terrain était vraiment difficile. Parce qu'il était comme
plus vertical. Il y avait plus de dénivelé, je pense. Puis il était plus... Je pense que le dénivelé, s'il ressemblait à la veille, probablement, là, il y avait beaucoup plus de coups. Ouais, plus à pic, soit une montée, soit une descente. Ouais, C'était pas des descentes où on pouvait se reposer vraiment. Parce que c'était pas assez long, casse, là, oui. Ouais, c'est ça, c'était des coups. Mm-hmm. Donc... Puis quand même des grosses roches, là, me semble aussi, c'est pas... Ouais, en tout cas... C'est un terrain qui est accessible quand même. Tu sais, je sais pas à quel point on veut parler du log driver. Techniquement, là, c'est un peu ça, mais ceux qui s'intéressent, c'est vraiment quelque chose, moi, que je recommanderais à tout le monde. C'est une belle façon de s'initier à ça. Puis nous autres, qu'est-ce que ça aura prouvé? C'est qu'on a pu faire la moitié du parcours, puis c'était 2 fois plus le fun. Ben ouais, ben c'est là que je voulais en venir. C'est qu'il y a la possibilité de faire le 400 km. Donc, en fait, de toujours rester en Ontario, puis rendu à, je pense, c'est Renfrew, au lieu de continuer vers le nord, traverser la rivière des Outaouais, on revient plutôt vers l'est dans une espèce de boucle ou de détour, là, mais beaucoup, beaucoup plus facile techniquement. Puis, évidemment, vu qu'on avait poussé pas mal, il nous restait pas tant que ça dans les... Notre section qu'on a dû faire pour se rendre à Calabouri. Oui. Mais ça, tu parles dans l'eau? Ça, c'était extraordinaire, c'était le fun. On passe par une section, ça s'appelle la KNP Trail. Donc, c'est Kingston to quelque chose. Oh oui, c'est ça que ça veut dire, KNP. Ouais, OK. Ouais. Puis, non, je sais pas. Kingston to non, Petawawa. Aucune idée. Whatever. C'est pas grave, vas-y. Donc, c'est une ancienne voie ferrée, je crois. Ouais. Puis, évidemment, OK, ça, je me souviens. On est arrêté à Sherbutt Lake. Oui. Magnifique. Oui, donc, incroyable. Notre journée, on aurait dû... Notre journée exécrable, où est-ce qu'il a mouillé, il ventait, c'était difficile de rouler. On pense qu'elle se termine à Sherbutt Lake. Ouais. Épicerie, réparation de flat. C'était... Et on va se baigner dans le lac. Là aussi, parce que, je mentionnais, il y a une dualité à l'événement. Il y en a ceux qui le font le plus vite possible, qu'on voit pas, on voit pas du temps. Là. Ils se promènent avec leur couverture d'aluminium, puis ils n'arrêtent pas bien. Comme un super-héros, là, attaché dans le cou. Ça, il n'est même pas plié. Puis il y en a d'autres qui prennent plus le temps, ce qui explique que j'ai quand même réussi à dépasser quelques septuagénaires en chemin. Pas beaucoup de gens plus jeunes que ça. Inquiétez-vous pas, là, on leur a pas trop fait devant, ils n'ont pas tombé. Là. Non. On passait doucement. Mais donc, tu peux le faire en plus vite ou plus lent. Donc, on arrive à Sherbutt Lake, qui est à peu près, je pense, 100 km. Peut-être un peu plus. OK. Mais donc, ça veut dire probablement qu'on était rendu à 130 km rendu là. Puis là, donc, on en profite pour se laver, se ravitailler. On regardait peut-être la carte un petit peu. Tu vois, il y avait une piste. Donc, on s'est dit, on va trouver quelque chose dans les prochains kilomètres. Mais là, on est propre, on sent bon, il fait beau, c'est coucher de soleil magnifique. Ouais. Donc, on dit, bon, on va rouler jusqu'à ce qu'on trouve... on va trouver quelque chose dans pas longtemps. Tu sais, et non. Et même à ça, on continue. La piste, quand on partait, la piste était magnifique. Poussière de pierre, petit train du Nord, pas de quadriporteur. C'était vraiment hot. Donc, moi, de mémoire, c'était superbe la piste. Donc là, on repart, on est enthousiaste. Jusqu'à ce qu'on arrive un peu plus loin. Là, on ne trouvait pas de place. Bon, OK, on poursuit. On poursuit, puis il y avait une section, on devait avoir de l'eau par-dessus les genoux. De la même piste, de soudain, ça devient de plus en plus laid. OK. C'était énorme. Puis il y avait des nuages de moustiques. Toi, on sait que c'est ton cauchemar. C'est mon cauchemar principal dans la vie. Là. Puis, bon, c'était difficile techniquement. Moi, je fais mon fanfaron, je suis capable de rouler le plus longtemps possible. Mais là, j'avais comme pris un petit peu trop d'avance. Ben non, mais là, tu marchais quand même. C'est impossible de rouler là-dedans. Là. Moi, je marche très, très vite. T'en as marché un bout. Oui, absolument. Là, je suis en arrière parce que je tiens quand même à dire à ma défense que je veux filmer aussi l'événement ou en tout cas prendre quelques photos. Sauf que c'est moi qui traîne toutes les caméras. Là. Non, mais j'avais mon téléphone. Okay. Puis là bon, donc, t'allais dire qu'il y a des gars en 4 roues qui arrivent. Ah oui. Et puis, donc, on a de l'eau par-dessus les genoux. Puis là, il y a des gars en 4 roues qui s'en viennent face à nous autres. Moi, j'étais en train de filmer en me tapant dessus parce qu'il y a des maringouins partout. Je voulais filmer Jonathan qui s'en venait.
Ce gars-là, il arrive en 4 roues et il ne comprend pas du tout qu'est-ce qu'on fait là. Parce que même eux, ils en ont comme au moteur. Il y en a un qui, son 4 roues, il a éteint dans l'eau tellement qu'il y en avait. Puis le premier t'aborde ou le deuxième? Un gros monsieur. On va le dire de même, hein? Un gros monsieur. Là. Un grand amateur de 4 roues. Oui, absolument. Il est costaud. Puis là, you guys biking? Je l'ai enregistré, il faudrait qu'on réécoute. Mais il nous demande si on fait du vélo. Non. You guys are riding this. Oh, you're riding this. Là, toi, tu réponds, well, we're not riding, we're walking. On marche. Puis là, qu'est-ce qu'il te répond? You guys are nuts. Hein? We're walking. We're not biking. La traversée de l'eau, mais non, un bel itinéraire. On campe, on campe première journée, le pit de sable, la deuxième journée, up and down. À quelque part dans la deuxième journée où est-ce que ça monte, descend, monte, un peu moins vite, descend. Mm-hmm. Je pense qu'on commence à penser qu'on fera peut-être pas les 800 km en 4 jours comme prévu. Non. Déjà, on prend du retard. Puis, supposément, bon, elle l'a jamais roulé, mais apparemment, la partie en Outaouais, du côté québécois, c'est encore... Il y a des bouts techniquement plus difficiles. Ben, moi, je sais que dans mon processus là-dedans, je suis là pour rouler avec toi. Pour moi, là, c'est de rouler avec quelqu'un, sérieusement, un peu moins vite que moi. J'ai pas la pression. Tu comprends? Tu sais... J'espère que toi, tu t'en es pas trop mis de pression parce que ça ne servait à rien. Mais pour moi, je suis en vacances, je roule tranquille avec un de mes amis, tout est beau. On se compte des jokes toute la journée. Ouais. Toi, tu n'as plus de voix, mais moi, je t'en compte pareil. Je te raconte des histoires. Ouais, puis toi, tu te lèves à 5h30 du matin, commences déjà à faire ses stories. Ouais, mais je c'est sais la pas vie, ce que tu racontes. La vie sur Instagram, mon Dieu, au réveil. Nutrition, la bouche pleine de noix. Oh là là. Là, la deuxième journée, je te dis que ça va être impossible. Qu'est-ce que tu en penses qu'on fasse je m'excuse. Qu'est-ce que tu penses qu'on fasse la moitié de l'itinéraire? Mais là, il restait comme, mettons, 40 ou 50 à faire par jour. Donc, troisième journée, je pense qu'on part à 11h ou 11h30. Ouais, mais une fois qu'on a décidé qu'on allait faire 400 km et non pas 800, mais on a le même temps disponible. Donc, c'est certain que là, ça devient pas mal plus... même si ça devait être agréable avant, je veux dire, on peut prendre tout le temps qu'on veut. Fait que là, si quelqu'un se réveille à 9h30 le matin... Oui, coupable. Bon. Ben, on peut se réveiller à 9h30 et il n'y a personne qui est fâché. Oui, c'est ça. Ben, commence-le plus tôt. Mais là, cette journée-là... c'est là que, à ma mémoire, là, c'est là qu'on a commencé à faire le hashtag FKT. Oui. Qui est FKT, qui est le fastest known time, donc le temps le plus vite sur un parcours donné. Mais là, nous, on faisait semblant qu'on voulait avoir le FKT, mais on a appelé ça le funnest known time, donc le meilleur temps, le temps le plus fun sur un parcours. Ce qui est pas mal plus important si tu me le demandes. Encore, par rapport à moi. J'ai déjà essayé d'aller vite, puis là, cette journée-là, je n'étais pas là pour aller vite, j'étais là pour avoir du fun. Oui, mais en fait, je pense que ça a tellement marqué. Je mentionnais Eric puis John, mais récemment, il y a quelqu'un d'autre, je ne sais pas si tu l'as vu, il nous a tagué il y a comme une semaine ou deux sur Instagram, et Carl Presso, qui s'appelle Fork Sauce sur Instagram, qui travaille à la shop à Gatineau. Salut, Carl. Il a dit l'année prochaine, il était pour... revendiquer ou essayer de nous enlever notre hashtag FKT Funnest Known Time. Carl, t'as besoin de te coucher tard si tu veux réussir ça. T'as besoin de te coucher de bonne heure puis de te lever tard. Très tard. Très tard. Mais au lieu de le faire en quelques jours, parce que l'année passée, il avait essayé de le faire le plus vite possible. Puis là, il a dit je vais prendre 8 ou 10 jours là, pour le faire au complet. J'ai manqué celle-là. Ouais. Fait que là, j'ai dit attends. Pauvre vite, moi, il montrait un autre parcours à la place. Là, non, mais ça fait 800, ça donne 80, 100 c'est quand même des grosses journées, même sur 10 jours. Oui. 80 km par jour dans un terrain comme ça, c'est quelque chose. Là, Ben oui, puis c'est quand même des belles vacances. Oui. Là. Je suis tombé récemment sur d'autres, tu me diras ce que tu en penses, mais il y a d'autres événements du genre où il n'y a pas un grand départ. Parce que quand tout le monde part en même temps, après ça, on ne se voit plus. Mais puis à la fin... On a quand même croisé des gens à quelques reprises. Ouais, mais il y a d'autres... J'ai vu qu'il y avait une course en Australie. Eux, ils font
comme une grande arrivée où les gens tu dois t'aimer pour arriver. Ouais, si tu penses que tu vas le faire en 3 jours, ben, tu pars 3 jours avant la grande arrivée, etc. Alors là, tu as comme un party de fin où personne n'est stressé. Parce que tout le monde a des boutons sur les fesses, ils ont mal partout. Ouais, mais je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est mieux ou c'est les deux concepts? Ben, les deux, c'est intéressant, mais vraiment, dépendamment de l'état dans lequel tu arrives à la ligne d'arrivée, ça peut changer un peu le party. Là, mais non, c'est super intéressant. J'avais jamais entendu ça. Mais même dans le cas de Lock Drivers, on nous attendait, en tout cas, en partie, à la fin. Jen et Eric, ils ont entendu quasiment tous les participants au fur et à mesure que les gens arrivaient. Oui, parce qu'ils nous suivaient soit avec le... Ça, c'est exceptionnel qu'ils soient à l'arrivée pour qu'on arrive. Le GPS ou... Avoir su, on aurait pris moins de café sur la route. Mais c'était quand même exceptionnel de leur part d'être là, j'avoue. Là. Il y avait une réception. C'est pas une réception, mais il y avait des gens qui étaient là pour accueillir les finissants. Qu'est-ce qui te plaît dans rouler vite ou dans rouler moins vite? Est-ce que rouler avec Lynn Bessette et rouler avec moi-même, il y a une autre différence que 15 km/h? C'est des défis différents. Réellement, c'est des choses... C'est une autre sorte de dépassement. Puis, oui, effectivement, tu en as parlé un peu rapidement, mais j'ai eu la chance de faire des compétitions avec Lynn. On a fait des événements ensemble là, sur plusieurs jours, des courses par étapes, entre autres, avec d'autres amis, Martin et Danny aussi. Puis tu sais, c'est tout le temps dans des trucs comme ça, passer du temps avec les autres, mais dans un état de fatigue qui est différent. Tu vas chercher d'autres sphères de ta personnalité que tu mets. C'est différent. Je préfère un ou l'autre. J'avoue que dans ma vie, moi, je suis rendu plus à une étape d'y aller tranquillement. Peut-être que mon tranquille est plus vite que d'autres personnes encore aujourd'hui, là, mais c'est des choses qui sont... Pour moi, c'est pas des tiroirs différents, là, mais c'est des choses que je peux segmenter et avoir du fun dans chacun. Là. Mais en approchant la fin de cet épisode, je te lance des fleurs. Oui. À savoir qu'il y a beaucoup de gens qui roulent très, très vite, mais qui ne sont pas capables de ralentir. Et toi, quand on a fait ce défi-là, moi, je considère que c'était un défi. Tu étais en avant de moi quand on était sur le plat pour me tirer, mais tu apparaissais comme « Ah, Ben est soudainement en avant de moi pour me couper le vent, mais c'est comme pas prévu. » Mais quand ça commençait à monter à pic, mais tu savais que tu étais pour naturellement m'écarter, même sans le vouloir. Et juste pour pas me mettre de la pression, puis ça peut être un truc pour les gens qui roulent ensemble, là, pour vrai, ça. Ben là, tu étais en arrière, mettons un 50 mètres ou un 100 mètres en arrière. Ben pour te donner ton espace ou que tu prennes ton rythme. Oui, mon rythme. Parce que quand t'es deux en vélo, puis évidemment, ça coupe pas le vent là, quand tu montes une côte à 4 km/h, la langue à terre. Ben là, puis même si t'es en arrière, à la limite, une coupe de petites pouces bien placées, mais pas trop pour pas que là, je me sente... Mettre la pression non plus, tu sais, c'est ça. Mais ça, je pense que c'est le rôle un petit peu... C'est le rôle de celui qui est un peu plus fort, d'aider ceux qui sont moins forts qu'eux. Puis... Ce que tu apprends dans les courses d'aventure, si je peux faire un parallèle, tu as beau être super vite, là, tu peux pas aller plus vite que la personne la moins vite de ton équipe. Okay? Sinon, elle va exploser, puis là, tu vas finir en marchant au complet. Tu as tout le temps avantage de travailler avec ton équipier, dans le fond, ou de l'aider, dans un événement comme ça, tu n'as rien à gagner de montrer à ton chum que tu es bien plus fort que lui, tu sais. Ouais. Parce qu'en bout de ligne, là, tu vas arriver en même temps, pareil. Fait que t'es aussi bien de l'aider. Pour moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est un rôle, en général, que je prends, de supporter ceux avec qui je suis, tiens. Puis je m'attendrais à la même affaire des autres si c'était moi qui étais dans la situation d'être pas en déficience, mais tu sais, comme en carence, ou tu sais, quand ça arrive. Oui. Ben, tu sais, je fais pas ça pour que les autres m'attendent, mais moi, c'est un rôle que je prends. Pour moi, c'est naturel de rouler avec toi comme ça, tu sais. Puis... D'ailleurs, tout le monde devrait apprendre ça aussi. Là. Moi, j'ai tout le temps dit à Brigitte, là, ma blonde, là, quand tu croises des couples, là, puis que le monsieur il est 50 mètres en avant, là, j'ai tout le temps dit... Ou 8 km. Ouais, mais tu sais, comme, viens de donner une claque, là, il ramène-moi à raison. Tu sais, quand tu roules avec quelqu'un, tu roules avec lui. Ouais. Ça c'est la base, là, je pense, puis c'est ça.
Moi, j'ai aimé ça rouler avec toi. Je trouvais que tu sentais bon. OK, merci Benoît. C'est ce qui nous amène à la fin. Étire-nous ça une seconde ou deux. J'avais une affaire intelligente que je voulais dire. Là, mais non, mais c'est la dynamique, je pense, que tu avais de me faire réfléchir. Ben, je pense que c'est vers ça qu'on voulait aussi aller. La raison pour qu'on voulait faire un podcast ensemble, c'est venu des heures qu'on a roulé un à côté de l'autre à ne pas être capable d'épuiser les sujets. Puis donc, d'approfondir certaines choses. Tu sais, toi, tu avais beaucoup de questions. Autant l'expérience que tu as une belle vision d'un néophyte où tu es capable de te mettre dans le cuissard de quelqu'un qui commence. Puis donc, tu poses des questions qui sont intéressantes, je pense, pour beaucoup de gens. Moi, j'aime ça parce que ça me fait réfléchir sur des choses que je prenais pour acquises des fois. Oui, puis il y a des fois, on se pose des questions, alors, puis on va dans ça, je le répète partout à qui veut l'entendre, mais ça nous prend, comme dans notre société, ça nous prend le meilleur équipement, puis si t'as pas tel pneu ou tel cadre, ou est-ce que ça te prend le vélo en titane ou à tel truc. Ça, c'est un peu vrai, là. Ben, approfondir, mais en réalité, c'est pas vrai du tout. Tu peux prendre n'importe quel vélo puis avoir le même plaisir. Ben, t'es encore passé me voir avec ton Surly que t'as fait le tour du monde avec. Oui, oui, c'est ça. Puis un vélo que je regarde. 26 pouces, pas de break hydraulique. Tu sais, regarde, il n'y a pas... on en discutera une autre fois de mon bien-aimé Surly Destrucker. Alors, Ben, on va parler de technique, on va parler d'histoire à travers le monde, pas juste en Outaouais, mais à travers la planète. On partagera la bonne nouvelle. Recevoir des questions aussi, s'il y en a, des commentaires, surtout les bons. Et on espère que ça continue. Alors, Espresso Sport pour te joindre. Pour moi, Jonathan Bérois sur Instagram et ailleurs. Merci beaucoup pour votre écoute. Et à bientôt pour d'autres encycliques.